Le véritable héros est toujours un héros par erreur. Il rêve d'être un honnête lâche comme tout le monde. Cette citation de Umberto Eco, qui provient du nom de la rose, traduit à merveille le propos de cette vidéo et illustre parfaitement ce que le personnage de Rainer renvoie, un personnage qui, comme nous allons le voir, est dévoré par un idéal qui finira par le rendre fou. Puisqu'en effet, cette citation fait référence à la notion d'héroïsme et lève le voile fantaisiste entourant la réelle définition de ce mot. Plus on avancera dans cette vidéo, plus cette citation prendra du sens, alors je compte sur vous pour être hyper attentif. Et évidemment, ça va salement spoiler, alors foncez regarder SNK avant. Impérial salutations, ici Cypher, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 3 d'Avocat du Diable sur Rainer, un assez gros morceau tant le personnage est complexe, et tant on pourrait l'analyser selon différents angles d'attaque. Pour les nouveaux, Avocat du Diable est une série de vidéos basée sur la défense d'un personnage, qu'elle soit morale ou intellectuelle, et parfois pour défendre, il est primordial d'attaquer intelligemment le sujet, à savoir Rainer dans cette vidéo. Pour ce faire, il va falloir analyser le personnage pour justifier sa défense. Toujours le même but, ne pas végéter dans un confort intellectuel et moral et tenter de réviser nos fondements et de se questionner sur pourquoi ce serait immoral et pourquoi ça ce serait juste, en remettant en question la doxa et en prenant en compte la conjoncture, un bon moyen et une bonne occasion de se re-questionner sur nos visions et nos conceptions du monde. Vous l'aurez compris, les avocats du diable ne sont pas de simples analyses sur les personnages, mais également des analyses sur nous-mêmes. Sur ce, c'est parti pour l'épisode 3 d'Avocat du Diable sur le monstre qui croyait être un héros. Rainer est le titan cuirassé. Bien que sa ressemblance ait été évidente dès le début, la révélation de cette vérité nous a tous stupéfaits, une stupéfaction amplifiée par la fulgurante et impressionnante scène de l'épisode 6, bien évidemment. Rainer, le bon petit soldat, est donc en réalité responsable de centaines de morts, incluant des civils, en plus de soldats. Tout cela dans le but de devenir un héros, soi-disant. Un héros qui, en réalité, ne sauvera pas grand monde. Un héros qui détruit des villes et tue des innocents. Il est donc le guerrier choisi par Mar, le camp opposé aux Eldiens depuis 2000 ans, pour piloter le titan cuirassé. Un titan à l'image de Rainer, destiné à encaisser tous les coups et à servir de bouclier tant sur le plan militaire que moral, en protégeant les siens du destin funeste qui les attend. Il se parera de ce bouclier qu'il méprise tant pour protéger les siens de nombreuses reprises, et finira par le lever de nouveau pour protéger ses anciens harceleurs, ainsi que pour les enfants voulant emprunter le même chemin que lui, même quand celui-ci paraîtra bien trop lourd. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Rainer nous est présenté comme une source d'inspiration, le soldat idéal pour les jeunes recrues, tellement exemplaire que le protagoniste le prend comme modèle. Son besoin d'être un soldat parfait, au service de sa patrie, paraîtra parfois trop insistant, donnant l'impression qu'il joue un rôle. Au début, Rainer incarne toutes les valeurs essentielles pour le bataillon, courage, détermination, résilience, abnégation, force mentale, responsabilité et un sens aigu du devoir. Mais plus tard, nous découvrirons ce que cache réellement ce besoin de perfection et le secret derrière cette posture. Rainer est un pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer, véritable grand frère pour les nouvelles recrues, les motivant au besoin. Doté d'un bon sens de l'humour et d'une nature sympathique, il parvient à dédramatiser les événements, tournant parfois certaines situations dangereuses en dérision. Cependant, comme vous le savez, Rainer est un infiltré et l'un des antagonistes majeurs de la série. Cette révélation, qui n'apparaît qu'à partir de la deuxième saison, nous permet de faire de nombreuses déductions sur l'intrigue. Mais plus important encore, elle nous offre des indices sur les tourments intérieurs du personnage. Car en effet, Rainer est l'exemple typique du héros confronté à la réalité. Il réalise qu'être un héros ou un monstre dans ce monde ne dépend pas de la bravoure ou des convictions, mais des différents points de vue. En effet, pour les Mar, les guerriers sont vus comme des héros combattant les démons insulaires, tandis que pour les civils innocents de l'île, ils sont perçus comme des monstres. Il se rendra compte que dans une guerre, il n'est pas question de héros ou de monstres, mais tout simplement d'ennemis et de griefs différents. Le titan cuirassé est dépeint comme tel dès le deuxième épisode. Un titan comme les autres, semblant incapable de discuter, avec pour seul objectif de tout détruire. Jusqu'à ce que l'on découvre évidemment que ce guerrier n'est autre que l'un des plus fervents soldats du bataillon. Nous allons donc nous pencher sur la défense de Rainer Braun, en analysant ce personnage en profondeur pour comprendre en quoi ce meurtrier de masse est autant coupable qu'innocent. De grandes problématiques se posent instantanément lorsqu'on voit le développement de Rainer au fil de l'histoire. Est-il finalement dispensé de ses responsabilités? Et surtout, quelle est sa véritable identité? Il est en réalité difficile de reprocher quoi que ce soit à Rainer quand on connaît la vérité sur son histoire. Rainer est sincère avec ses amis, allant jusqu'à risquer sa propre vie pour sauver Connie. Malgré son plan discret avec Annie pour récupérer Eren, il reste véritablement l'ami des membres du bataillon. Cependant, il est aussi le titan cuirassé, et sa souffrance est révélée dans l'épisode 6 de la saison 2. Rainer, ne comprenant plus rien et perdant la raison, décide de tout avouer à Eren de manière inattendue. Au lieu de le menacer ou de le forcer, Rainer lui propose amicalement de le suivre, tout en lui révélant qu'il est le titan cuirassé. Il prend même le temps de lui expliquer que cela pourrait être avantageux pour lui et son camp, permettant d'éloigner la menace pendant un certain temps. Cela révèle une chose importante, malgré son statut d'antagoniste présumé, Rainer commet des erreurs et n'est absolument pas sûr de lui. Son plan n'est absolument pas machiavélique, et sa manière de tout dévoiler traduit ses insécurités vis-à-vis de sa confusion identitaire, et de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que ce que je suis en train de faire est juste? Peu importe, car le reste des personnages sont tout aussi perdus dans cette incertitude, et plus la série avance, plus nous verrons que ce sera le cas pour beaucoup de personnages. Rainer est tiraillé entre ses missions qui s'opposent, ayant cru qu'anéantir les démons insulaires ferait de lui un héros et sauverait le monde de la menace des
des Titans, s'opposant à la réalisation que ce qu'il était en train de faire était mal. Car en effet, en infiltrant les murs, il réalise rapidement qu'aucun insulaire n'est son ennemi. En rejoignant le bataillon, il découvre la véritable situation, discute et forge des liens avec cette population qu'on lui avait dépeinte comme des démons. Il se rend compte que, non seulement leur mémoire a été effacée, mais que l'élimination de ce peuple qu'il est chargé d'anéantir ne sauverait en rien le monde. Sa naïveté est détruite, mais il ne peut que continuer à avancer, en dépit et également en considération de toutes les morts qu'il a causées. Reiner pensait être un agneau infiltrant la meute de loups, et il s'est rendu compte qu'il était juste un loup sanguinaire dans la bergerie. En intégrant le bataillon, Reiner se traque lui-même, traquant les Titans, y compris le cuirassé. Il se traque également lui-même car il se déteste, il se méprise pour ce qu'il est en train de faire. Cette chasse aux Titans et à la vérité pour ses amis soldats est également une quête de vérité pour lui. Reiner, à la fois monstre et héros, se bat simultanément pour et contre lui-même. Grâce à son infiltration, il se met ironiquement à la place de ceux qu'il doit éliminer, devenant à son tour une proie pour les Titans. Cette situation sera illustrée par des scènes bien ironiques, comme la fois où Reiner a failli mourir en haut de la tour par la main de Titan primaire, alors que c'est quand même le Titan cuirassé. Cela reflète la réalité sarcastique de la situation. En prétendant être un allié, Reiner devient un allié malgré lui. D'ailleurs, son exploration est, en réalité, très similaire à celle d'Eren. Il ne cherche pas à savoir qui sont réellement les Titans, mais comme tout le bataillon, il explore ce monde vicieux qui lui a fait croire qu'il pouvait vraiment être un héros, en le séduisant avec une logique superficielle, comme le combat entre le bien et le mal. Finalement, il se confronte, malgré lui, à des questions qui seront la cause de son tourment. Qui est l'ennemi, et pourquoi faisons-nous tout cela? Reiner explore son identité, il ne sait plus qui il est. À force de jouer au bon petit soldat, il perd de vue son objectif, et il ne sait plus vraiment dans quel camp il se trouve. Pour se préserver, sa psyché ira jusqu'à adoucir le poids de son fardeau en lui convainquant qu'il est bel et bien un soldat d'entre les murs, car le poids de la réalité, c'est-à-dire trahir et tuer ses amis et les habitants des murs, alors qu'en fin de compte, ils sont aussi innocents que ceux du continent, est trop difficile à porter. Reiner protège en tant que soldat et détruit en tant que guerrier. En effet, lorsqu'un enfant vulnérable est confronté à un stress sévère dans sa vie, par exemple à cause d'abus et de traumatismes, cela peut alors conduire à de fréquentes périodes de dissociation. Lorsqu'elle est suffisamment grave, la dissociation fréquente empêche la personne de développer un sentiment stable de soi, qui devient plus tard une condition d'identité dissociative, auparavant connue sous le nom de la condition des personnalités multiples. Nous comprenons maintenant, cependant, que les individus affectés n'ont pas de personnalité multiple, mais plutôt qu'ils n'ont pas un seul sentiment stable de soi. Pour comprendre en quoi Reiner est affecté par ce trouble, on va se pencher d'un peu plus près sur les symptômes classiques de la condition dissociative d'identité. La première manifestation de la dissociation de Reiner se produit dans la saison 2. Après avoir enlevé Eren et Ymir, Bertholdt et Reiner décident de faire une pause pour se régénérer. À ce moment, Reiner, parlant à Eren en tant que guerrier de Mar, se remet soudainement à jouer le rôle du soldat du bataillon comme si les récents événements ne s'étaient jamais produits. Il n'avait aucune raison de jouer le rôle du soldat, puisqu'il venait juste de révéler sa véritable identité de titan à Eren. C'est alors qu'Eren et Ymir remarquent que quelque chose ne va pas, Ymir comprend presque instantanément la situation, réalisant que Reiner était en pleine dissociation. C'est ce premier symptôme que nous allons examiner. En effet, la dissociation est un processus mental où les individus ne sont pas pleinement connectés à leurs pensées, sentiments, comportements ou souvenirs. Cela signifie passer à différentes altérations, qui sont des identités ou des états de personnalité alternatives. C'est exactement le cas de Reiner qui semble changer de personnalité selon les situations et leur intensité qu'il liera à son passé ou son avenir. Parfois, il peut sembler que différentes personnes vivent dans la tête des personnes atteintes de ce trouble. Il y a généralement une partie principale ou haute, avec au moins une autre partie. Le film Split l'illustre bien de manière un peu fantasque. Ensuite, il y a l'amnésie, une sorte de coupure de courant par lequel la personne ne se souvient pas de période de temps, ni même de portions de son enfance. Une amnésie partielle dans le cas de Reiner, qui semble oublier qu'il n'est pas un soldat, une chose que Bertholdt lui rappelle quand Reiner se reconfine dans son rôle de héros. Ils ne se souviennent pas d'informations sur eux-mêmes, ou sur des événements et des personnes dans leur vie, remontant généralement au début du traumatisme. L'amnésie dissociative peut être spécifique à des événements survenus à un certain moment, comme un combat intense, ou plus rarement, peut entraîner une perte totale de mémoire à votre sujet. Dans le cas de Reiner, on peut diagnostiquer un autre symptôme lié à son amnésie, la fugue dissociative. C'est un type d'amnésie où une personne peut finir par voyager et se perdre, s'éloigner de sa vie. Les gens peuvent être dans un état de fugue pendant des mois, voire des années, et peuvent ainsi se retrouver avec de nouvelles relations, de nouveaux emplois, de nouvelles vies. C'est ce qu'il se passe avec Reiner, même si dans son cas elle survient de manière contrôlée, car dans le cas d'une fugue dissociative, le sujet peut faire l'objet d'une amnésie autobiographique où il peut oublier son nom, son histoire personnelle, ses antécédents familiaux, etc. Reiner, lui, joue le rôle du soldat au début, mais finira par réellement le devenir, jusqu'à inquiéter Bertholdt, qui sera souvent perdu quant à la situation de Reiner, et se demandera s'il se souvient que tout cela n'est qu'une mascarade, ou s'il croit de nouveau qu'il est un soldat du bataillon. Dans les cas les plus extrêmes, et selon le traumatisme et le passé de chaque individu, le trouble peut être plus ou moins important. Par exemple, chaque identité peut avoir son propre nom et des différences uniques de voix, de sexe et de manière. Certaines identités peuvent même nécessiter des lunettes de prescription différentes. La seconde dissociation de Reiner se produit lors de la mort de Marco. Obligé de le tuer après que Marco a entendu une conversation révélant sa véritable identité et celle de Bertholdt, Reiner le maîtrise et demande à Annie de lui retirer son équipement tridimensionnel, le laissant ainsi à la merci d'un titan. Annie s'exécute et Reiner la félicite pour son exemplarité en tant que guerrier.
Cette phrase contribue à sa dissociation, car les guerriers qu'ils auraient dû être étaient destinés à combattre les monstres et non à tuer leurs amis. Rainer va donc être en pleine dissonance cognitive, percutant que tuer Marco était nécessaire pour poursuivre sa mission, mais qu'elle était en totale contradiction avec ce qu'il entendait par être un guerrier au départ. Pendant que Marco se fait dévorer, Rainer observe la scène sans comprendre pourquoi son camarade est en train de mourir. Marco aurait dû vivre, mais il est mort à cause de l'inattention de Rainer et Berthold, ce qui a certainement alourdi la culpabilité de Rainer. Pour préserver sa santé mentale, Rainer se replie aussitôt dans le rôle du soldat du bataillon et de l'ami de Marco, se déchargeant ainsi de ses responsabilités. D'autres symptômes de ce trouble incluent la déréalisation, qui est le sentiment que le monde n'est pas réel ou dans un conflit, ce qui est en partie le cas de Rainer, qui va nier la réalité de sa mission à cause des conséquences désastreuses qu'elle engendre, et qui va nier également son nouveau rôle de soldat en revenant à sa mission, niant également la réalité en redevenant le héros factice combattant les démons. Également, il y a la dépersonnalisation, qui est un trouble dissociatif caractérisé par une sensation persistante ou récurrente de pensée, de sentiment ou de son identité. Les personnes atteintes de dépersonnalisation peuvent se sentir comme des observateurs extérieurs de leur propre expérience et de leur vie, comme si elles étaient en dehors de leur corps ou comme si elles étaient des spectateurs d'elles-mêmes. Les individus peuvent éprouver des difficultés à se reconnaître dans le miroir ou à se sentir connectés à leur propre identité. Ils peuvent donc avoir l'impression d'être des étrangers pour eux-mêmes. C'est également le cas pour Rainer, dont la transformation en titan illustre matériellement ce phénomène. Dans une scène frappante, son corps est violemment explosé par les lances foudroyantes et sa tête est atomisée. Lorsqu'il revient à lui, il est désorienté et ignore ce qu'il s'est passé. Cette explosion a brutalement pulvérisé la partie de son cerveau contenant ses souvenirs. Même avec la régénération, cette partie est revenue incomplète, manquant une portion de ses souvenirs, symbolisant ainsi sa perte d'identité et de continuité mentale. Cette scène illustre bien le fait que peu importe Rainer et peu importe qui il est, sa mission n'a pas besoin de le savoir ni de le prendre en compte. Tout ce qui caractérise l'individu, à savoir l'identité, la personnalité et les souvenirs, sont des obstacles qu'il convient de balayer pour poursuivre sa mission prescrite par les mares. Le sujet peut également passer à différents changements, qui peuvent apparaître comme des changements d'humeur, de comportement ou de personnalité. L'un des symptômes les plus récurrents est la dépression, qui est un problème où l'humeur du sujet sera extrêmement instable, tendant à une profonde tristesse et un profond mal-être. Il y a également l'anxiété, pouvant engendrer des crises de panique, puis dans certains cas, des pensées suicidaires, en raison du niveau élevé de stress que les personnes atteintes de ce trouble éprouvent souvent. Quelles sont les conditions de la dissociation? Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la condition dissociative d'identité est en fait l'une des 3 conditions dissociatives associées. Les 2 autres sont la condition de dépersonnalisation et la déréalisation. Les symptômes peuvent durer quelques instants ou peuvent durer des années et peuvent aller et venir, et dans le cas de Rainer, il est difficile d'estimer les temps de sa dissociation, car elle peut être relativement courte grâce au rappel de Berthold, et longue dans le cas où dans les scènes des premières saisons, on ne peut savoir si Rainer sait qu'il joue un rôle, ou qu'il est convaincu d'être un habitant des murs. En effet, la déréalisation pourrait se manifester par un sentiment d'irréalité ou de détachement par rapport aux horreurs et aux contradictions de ses expériences. Cela pourrait se traduire par une perception altérée de ses actions et de leurs conséquences, comme si tout se passait dans un rêve, où tout est dénué de réalité tangible. Concernant la dépersonnalisation, on peut considérer qu'il a perdu son sens de soi et qu'il agit sous des influences extérieures fortes, se sentant détaché de sa propre identité. Le moment où Rainer a développé ce trouble est inconnu, mais on peut supposer qu'il a germé assez tôt, car en effet, certaines personnes sont plus vulnérables. C'est le cas pour un enfant qui n'a pas eu d'attachement normal et sain à un adulte responsable, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de développer un sentiment stable de soi ou de personnalité. Rainer répond malheureusement à ces 2 causes. Confronté au traumatisme, la personne se dissocie par instinct, comme une stratégie de survie, afin de faire face au traumatisme. Malheureusement, les conséquences de la dissociation vont bien plus loin qu'un sentiment d'insécurité. La plupart des gens tiennent pour acquis qu'ils peuvent se souvenir de ce qu'ils ont fait la veille, la semaine dernière, ou même le mois dernier. C'est ce souvenir de notre passé qui contribue à notre sentiment de soi et à notre identité, qui nous façonne en tant qu'individu, avec certaines idées, certains goûts, etc. Mais imaginez maintenant si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé la veille, la semaine précédente, le mois dernier ou il y a des années. La vie serait assez stressante et effrayante, mais surtout, il serait compliqué de savoir qui vous êtes. Lors du retour de Rainer chez lui, sa famille lui demande comment s'est passé son séjour chez les démons. Une scène surréaliste s'ensuivit. Rainer, désormais éclairé, devait continuer à maintenir le narratif des mares en tant que guerrier fidèle. Lors de cette scène, Rainer, pour la première fois, doit jouer le rôle de guerrier, alors que normalement, il incarne ce rôle naturellement. Son véritable rôle est celui de soldat, mais à force de le mimer, il est réellement devenu un soldat malgré lui. Maintenant de retour au pays, étant devenu un soldat, il doit jouer le rôle du guerrier qu'il était à l'origine. Cependant, il sait désormais que l'ennemi n'est pas celui qu'il croyait. Il doit donc feindre d'être celui qu'il était au début, car pour lui, le rôle de guerrier était tout aussi artificiel que celui de soldat. Cette dualité contribue au sentiment de Rainer de ne jamais être à sa place. Mais sachant maintenant qu'ils n'étaient pas des démons, il devait mentir. Lorsqu'il décrivit ses amis, il laissa échapper la vérité, et sa mère comprit rapidement. Elle savait que les Eldiens de Paradis devaient être perçus comme des démons, car un bouc émissaire était nécessaire. Elle savait également la réalité derrière cette histoire, des innocents, tout comme elle, vivaient sur cette île. Cependant, reconnaître cette vérité équivalait à trahir Mar et risquer la déportation, voire la transformation en titan. Cela reviendrait aussi à admettre qu'elle avait utilisé son propre fils comme une arme pour améliorer sa propre vie. La destruction des démons insulaires
guerre ne la concernait pas personnellement, mais elle savait que devenir guerrier était un honneur et permettait aux Eldiens du continent d'accéder à une vie décente. Au moment du repas, la mère de Reiner réalise qu'il sait car il s'est trahi en jouant mal la comédie. Par conséquent, il devait inventer des informations négatives. Sa description des prétendus démons paraît étrange, même à Gabi, car si ces gens sont des démons, ils devraient tous être mauvais par nature. Or, Reiner, malgré sa tentative de les dépeindre comme des individus égoïstes et cruels, les décrit comme des personnes différentes. Ils n'étaient pas des démons, et Reiner devait les diaboliser à tout prix. Cependant, il lui manquait des preuves tangibles pour les présenter comme telles. Rien de cette scène n'est naturel, il doit se forcer à mentir car il connaît la vérité. Par conséquent, il fut contraint de dramatiser et d'exagérer des actes bénins et maladroits, les transformant en actes horribles. Par exemple, lorsque Sacha partagea sa patate douce avec l'instructeur, elle prétendit lui en donner la moitié, mais ne lui offrit en réalité qu'un petit morceau. Reiner utilisa cette anecdote pour illustrer la prétendue duplicité et cruauté des habitants, alors qu'il s'agissait en fait d'une simple maladresse. Et sa famille, attablée avec lui, est peut-être endoctrinée, mais n'est pas stupide à ce point. Et une telle description et la manière dont parle Reiner met la puce à l'oreille. Ceci alerte surtout sa mère. Elle comprend que Reiner sait, tout comme elle, que sa mission de devenir un héros est une mascarade. Elle redoutait sans doute ce moment, sachant qu'elle devrait bientôt avouer la vérité à son fils, la vérité sur ses propres motivations qui l'ont poussé à instrumentaliser son enfant. Pendant un bref instant, elle étouffe sa culpabilité, empêchant cette émotion de la submerger, en insistant sur la description des Eldiens de paradis comme des démons responsables de l'enfer sur Terre, et en redevenant la Eldienne endoctrinée qu'elle devait être. Cette exagération est nécessaire pour masquer ses propres démons intérieurs et tenter de se convaincre de leur malveillance, adoucissant ainsi le poids de sa culpabilité envers Reiner. Il fallait donc maintenir la situation et l'histoire actuelle en répétant inlassablement la même leçon, par conformité et par soumission. Des crimes trop lourds à assumer, des responsabilités trop difficiles à supporter pour cet homme qui ne voulait pas devenir celui qu'il est devenu. Un homme qui croyait être du bon côté, du bon camp, et qui a découvert que le prédateur sans foi ni loi, c'était lui. Un choc que Reiner ne pouvait assumer. Il s'est donc dérapé dans de fausses convictions et a fini par croire à son propre narratif inventé de toutes pièces. Il s'est créé une réalité où il était vraiment le héros qu'il avait toujours voulu être. Cette situation rappelle totalement la situation du personnage principal dans Shutter Island, qui, comme Reiner, se drape dans un déni tellement profond qu'il sera convaincu être un marshal enquêtant sur le meurtrier de sa femme, en inventant un personnage ayant l'air d'un monstre pour absolument tout rejeter sur lui, lui facilitant sa projection. Évidemment, on se rendra compte que le meurtrier n'est autre que lui-même, et que tout ça n'est qu'une mascarade destinée à lui faire prendre conscience qu'il n'est pas le héros, mais bel et bien l'auteur du meurtre. Reiner est un enfant soldat à qui l'on a menti. On lui a fait croire qu'il allait exterminer des monstres et que sa situation ainsi que celle de sa famille s'améliorerait. On l'a poussé à mépriser ses propres origines et à se culpabiliser, engendrant en lui un profond sentiment d'injustice et de mépris. Pas le meilleur des aspirants guerriers, Reiner voulait à l'origine obtenir le pouvoir des titans pour obtenir la citoyenneté Mar, espérant ainsi une vie meilleure pour lui et sa mère, qu'il a également manipulé dans ce but. Né d'une mère eldienne et d'un père Mar qui les a abandonnés, conséquence logique d'une telle idéologie poussant les gens à se haïr, Reiner veut prouver à sa mère, à son père et à lui-même que les choses peuvent changer en bien. Le fait de voir la citoyenneté Mar comme le Saint Graal et comme une récompense accroît le fait de voir sa propre ethnie comme une malédiction dont il devient urgent de se débarrasser. Un enfant si instrumentalisé qu'il était prêt à vivre seulement 13 ans pour que sa mère soit fière et qu'elle puisse rester avec son père. Devenu enfin guerrier et citoyen Mar d'honneur, son père ne le reconnut toujours pas. L'une des raisons de son combat s'effondrait. Mais il en restait une plus grande, sauver le monde. Désormais titan cuirassé, il savait que le combat devait continuer, quoi qu'il arrive. Finalement, on apprend que Reiner n'aurait jamais dû être choisi. En réalité, c'est Porco qui aurait dû hériter du pouvoir du cuirassé, mais son grand frère, Marcel, a délibérément discrédité son frère et loué les mérites de Reiner auprès des autorités Mar pour que Reiner prenne sa place, sauvant ainsi son frère de la courte vie qu'il attendait. Cette révélation ébranle une autre de ses motivations. Reiner est alors envahi par un sentiment d'usurpateur, victime du syndrome de l'imposteur. Il réalise qu'il n'aurait jamais dû être le héros, et qu'il n'aurait jamais dû hériter du cuirassé, renforçant ainsi une dure réalité. Il n'est personne, et certainement pas un héros. Tous ses rêves se transforment en désillusions, les démons sont en réalité des innocents, son père le déteste toujours, et il ne mérite même pas d'être citoyen Mar d'honneur. Pour ajouter à sa culpabilité, Marcel meurt à sa place, le sauvant des griffes d'un titan qui rôdait sous terre. Comme si cela ne suffisait pas à prouver que Reiner n'est pas un héros, il prit la fuite, ne pensant qu'à sa survie après le sacrifice de Marcel, abandonnant Berthold et Annie. Malgré le courage dont ils ont fait preuve jusque-là, ils restent des enfants, vulnérables aux terreurs de l'âge, et dans l'univers de SNK, le courage vient en mangeant. À ce stade, les raisons de la mission ne sont plus du tout aussi altruistes qu'au début. Dorénavant, sauver le monde sera un effet conditionnel de la mission, puisqu'en plus de penser à sa propre survie avant tout, sauver le monde commence à ne signifier plus rien. Une raclée infligée par Annie lui fit comprendre qu'il n'y avait aucun héros et que chacun agissait pour des raisons personnelles. S'ensuit une scène où Reiner, pris dans une sorte de transe, attaque Annie en affirmant que Reiner est mort et que, puisque Marcel aurait dû diriger les opérations, il sera désormais Marcel. Pour Berthold, cette réaction devait être une divagation de Reiner, mais cela révèle sa prise de conscience et sa chute mentale, le conduisant vers une future dissociation. Après la perte de Marcel, qui incarnait le titan mâchoire, Reiner, Annie et Berthold décident de continuer la mission, convaincus par Reiner, craignant des répercussions et une possible passation de pouvoir si leur entrée bredouille. Reiner se rend donc coupable en étant celui désirant continuer la mission pour préserver sa propre vie, une décision qui n'a plus rien d'héroïque.
La mission est donc claire, récupérer le titan originel et en passant, éliminer la menace insulaire pour pouvoir rentrer chez eux les mains pleines. Le titan originel est leur billet de retour au pays. Un constat amer qu'ils ont dû accepter alors qu'ils étaient encore enfants, bercés par les promesses fallacieuses des autorités mares. Ils savent désormais que sans la récupération du titan originel, un autre aspirant guerrier les dévorera pour récupérer leur pouvoir. Cette mission s'éternisera pendant 5 ans, le temps nécessaire pour trouver le moment idéal pour faire sortir l'originel de sa tanière, laissant une empreinte indélébile dans la psyché de Reiner. Eren veut sauver l'humanité, et Reiner aussi. Mais ils ne parlent pas de la même humanité, et cette confusion va pousser Reiner au bord de la folie. En grandissant au sein des murs, les tentatives désespérées du trio pour débusquer le roi sont vaines. Rentrer avec si peu d'informations ne leur assurerait pas la survie, alors Reiner décide de briser le mur Maria. Cette fois-ci, ce sera plus difficile. Ayant grandi parmi eux, il sait maintenant que les habitants des murs ne sont pas des démons. La première fois, c'était relativement facile, cette fois-ci, c'est presque impossible. La seule façon de réitérer ce massacre est de se convaincre que ces habitants sont bel et bien des démons. Mais une seule identité ne peut pas à la fois les considérer comme des démons et comme des innocents. La seule solution pour Reiner est donc de jouer plusieurs rôles. Le soldat ami des Eldiens et le guerrier, qui doit à présent se forcer à les considérer comme des démons. Des rôles qui en deviendront des identités. En tant que soldat, Reiner s'attache au bataillon et se voit même en Eren, un garçon sans qualité exceptionnelle, proche de l'échec, tout comme lui autrefois. Il lui transmet donc ce que la vie lui a appris. Malgré les obstacles, les erreurs et la fatalité, il faut continuer à avancer. Connaissant Eren et se voyant en lui, Reiner sait que si Eren obtient le titan originel, le monde et ses proches seront en grave danger, car Eren, tout comme lui, ne cessera jamais d'avancer, allant même là où Reiner n'a jamais osé s'aventurer. Reiner en vient même à tenter de se suicider, mais une mission le ramène à la vie lorsqu'il entend Falco s'énerver. Il retrouve donc un but, les sauver du destin impitoyable qui ne les a pas épargnés. Une mission qui, peut-être, cette fois-ci, fera de lui un véritable héros. L'un des nombreux symptômes de la condition dissociative d'identité, les idées suicidaires. Voyant en Falco, Sofia, Judo et Gabi son ancienne équipe, Reiner reconnaît en eux ceux pour qui tout semblait encore possible autrefois. Des enfants pleins de rêves, déterminés à sauver les leurs et à redorer l'image des Eldiens prisonniers des camps, victimes des démons insulaires. Ayant lui-même traversé cette phase d'enthousiasme et de détermination, Reiner comprend que ses enfants sont destinés à affronter la même réalité cruelle qui l'a transformé. Il souhaite à tout prix leur éviter ce cauchemar, ses enfants ayant encore la chance de ne pas avoir été sacrifiés. Le héros que Reiner aspirait à devenir était en réalité un monstre. Incapable d'accepter cette vérité, il a transformé ce monstre en héros pour justifier sa mission. Les gens deviennent des monstres rarement par choix, mais parce qu'être un monstre offre des privilèges. Conscient de ne pas être le héros qu'il souhaitait incarner, Reiner a tout fait pour le devenir, quitte à se mentir à lui-même. Sa volonté d'être un héros était si forte que sa psyché l'a aidé à maintenir cette illusion. Cependant, la réalité de son véritable rôle ne cessait de le rattraper. Le confrontant à la dure vérité, loin d'avoir sauvé qui que ce soit, il avait tué d'innombrables personnes, car dans ce monde, un héros ne peut pas exister. La dichotomie entre le soldat et le guerrier revêt une grande importance. Au début, cette différence semble n'être qu'une variation terminologique entre les Marais et les Eldiens, cependant, elle prend une signification bien plus profonde dans l'esprit de Reiner et de Bertholdt. Pour eux, un soldat est perçu comme un guerrier qui ne fait pas de sacrifice. Quand Bertholdt dit que Reiner était autrefois un guerrier et non un soldat, il rappelle en réalité qu'il était un allié des Mares, prêt à faire des sacrifices, y compris celui de tuer des innocents. Le guerrier incarne le héros impossible, car il combat non seulement les ennemis, mais aussi des innocents. En revanche, le soldat combat les titans et non les hommes, devenant ainsi un modèle de vertu. Le soldat du bataillon, lui, est celui qui protège les innocents. Reiner renie sa nature de guerrier parce qu'un guerrier doit affronter non seulement le mal, mais aussi des innocents et des humains. Reiner fuit cette identité de guerrier qu'il déteste, mais il adore être un soldat. Cela se voit clairement car lorsqu'il est un soldat, Reiner est heureux et trouve du sens dans sa mission. Cependant, lorsqu'il redevient un guerrier, son visage s'assombrit. Sa mission initiale était horrible, alors il a transformé cette mission en quelque chose de plus acceptable, car tuer des titans est bien plus noble que tuer des êtres humains. Reiner se retrouve finalement face à un démon, le héros contre le démon, car en effet dans SNK, le héros est l'antagoniste et le méchant est le protagoniste, et pourtant, ces rôles et ces catégories ont été créés petit à petit, car en voulant oxyre le démon, Reiner, le héros, l'a en réalité créé. Puisqu'il n'y en avait pas et qu'il n'y en a jamais eu, il fallait le créer pour devenir le héros. Car pour être un héros, il faut un monstre, et sans monstre à oxyre, un héros ne peut pas voir le jour. Un héros artificiel qui n'en est pas vraiment un. C'est la stratégie des Mares avec le héros Hélos pour garder ma mise sur le pouvoir des titans. S'ériger en héros, en dépeignant tout un peuple comme responsable, ascendant et descendant y compris, formatant les jeunes esprits en leur racontant un bout d'histoire et en modifiant l'autre partie pour qu'ils croient en ces récits de héros et de démons. Malheureusement, la vérité derrière cette amère manipulation, Reiner l'apprendra après coup, en vivant la réalité sans compteur Mare pour lui narrer l'histoire. Reiner est donc 3 individus en même temps. Il est le héros qu'il a toujours voulu être, un héros, un soldat, que sa psyché le forcera à devenir pour préserver sa santé mentale. Il y a le guerrier, l'ancien héros qui s'est vu ne devenir qu'un guerrier assumant ses responsabilités, qui revient car sa mission est bien trop importante pour laisser une maladie mentale l'effacer, et le monstre, son titan, une créature qui ne doit que détruire, le monstre qu'il a toujours répugné à devenir, monstre qu'il était censé éradiquer, mais se rendant compte qu'il est le monstre, il le refoule, et son titan en est la personnification. Nous portons tous des masques, et il vient un moment où nous ne pouvons plus les enlever sans nous arracher la peau. Cette citation d'André Berthiaume reflète bien la dualité et le conflit interne de Reiner, qui jongle entre ses identités de soldat et de guerrier, et les masques qu'il doit porter pour survivre.
C'est finalement suite à une confrontation à la réalité, au sacrifice de Marcel et au fait que Porco aurait dû être choisi à sa place, que Reiner développera un syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique dans lequel une personne doute de ses réalisations et a une peur persistante d'être exposée comme une fraude malgré les preuves de son succès et de ses compétences. Les personnes souffrant de ce syndrome attribuent souvent leur succès à la chance ou à des facteurs externes plutôt qu'à leurs propres capacités. Elles peuvent se sentir indignes de leur succès et craignant constamment que leur incompétence soit dévoilée. Dans l'univers de l'attaque des Titans, le personnage de Rainer Braun illustre bien certains aspects du syndrome de l'imposteur. Voici comment le syndrome de l'imposteur se manifeste chez Reiner. Un doute constant de ses compétences et de son rôle. Reiner, bien qu'étant un soldat exceptionnel et un guerrier redoutable, doute constamment de sa légitimité et de ses compétences. Un doute qu'il fera taire pour ne pas trahir son rôle du soldat parfait. Cette double vie nourrit son doute et son sentiment de ne pas être à la hauteur. Ensuite, il y a le sentiment de fraude. Reiner ressent un profond sentiment de fraude car il trompe continuellement ses camarades en cachant sa véritable identité et ses intentions. Ce sentiment est exacerbé par sa culpabilité pour les actions qu'il doit entreprendre contre les personnes qu'il a appris à connaître et à apprécier. Et enfin, ce qui caractérise le plus son syndrome de l'imposteur, sa recherche de validation externe. Comme beaucoup de personnes souffrant du syndrome de l'imposteur, Reiner cherche constamment la validation et l'approbation de ses supérieurs et de ses pairs pour compenser son propre manque de confiance en lui. Il s'efforce de prouver sa valeur en tant que soldat et en tant que guerrier marre, tout en tentant de se convaincre qu'il fait les bons choix. C'est peut-être pour cette raison que Reiner ira jusqu'à mettre sa vie en danger pour sauver certains de ses ennemis, voulant se faire voir comme le parfait petit soldat et surtout ayant l'occasion d'être le héros. Cependant, il pourrait s'agir d'un véritable sentiment qu'il a développé envers les personnes qu'il devait tuer. En effet, dans certains contextes militaires ou conflictuels, les soldats ou les agresseurs peuvent en venir à humaniser leurs ennemis, reconnaissant leur humanité et développant des sentiments de respect, de compassion ou d'affection pour eux. Ce besoin de validation se manifeste également à travers son ascension dans les rangs militaires. Reiner, qui était faible et le dernier parmi les aspirants guerriers durant son enfance, parvient à devenir le deuxième de sa promotion parmi les nouvelles recrues, juste derrière Mikasa. Cela illustre son besoin de validation et de revanche sur la vie, ancré dans son rôle de parfait soldat. Là où Eren a toujours vu des murs barrant son horizon, l'empêchant d'explorer le monde extérieur, Reiner a toujours été entouré de remparts invisibles, l'empêchant d'être lui-même. Reiner ne sait plus qui il est. Il a oublié son identité et n'en a jamais réellement eu. Car pour les autorités Mar, un guerrier n'a pas à se considérer comme un individu, mais doit être la représentation de la force militaire du pays, servant simplement de canon pour assurer leur hégémonie. Reiner pensait être devenu un Mar, tout en sachant qu'il était Eldien. Il a renié cette identité pour devenir un guerrier, mais il a réalisé que cette nouvelle identité était artificielle. Reiner est tellement perdu qu'il a divisé sa personnalité en 3 catégories distinctes. Mais finalement, qui est le vrai Reiner? Il désirait être un citoyen Mar, mais une barrière l'en a empêché. Ensuite, il a voulu devenir un héros, mais il a réalisé que c'était impossible. Même en tant que soldat, des remparts l'empêchent d'avancer. Là où il veut aller, s'il y parvient, lui permettrait d'être celui qu'il a toujours voulu être, une identité fantasmée. Reiner est donc un personnage qui a connu les 2 points de vue et a compris que chacun avait ses griefs et avait ses raisons de combattre. Il a réalisé qu'il ne pouvait y avoir aucun véritable héros dans cette situation. Celui qui attaque sera toujours perçu comme un monstre, et cette vérité l'a anéanti. Crise identitaire et Eldien qui s'ignore, Reiner se méprise, honteux de ses origines à cause de l'endoctrinement. Fils d'un Mar qui refuse de le reconnaître, il pensait gagner l'estime de son père, mais ce dernier ne l'acceptera jamais, peu importe ses efforts, car le problème réside dans son sang et la manière dont il est perçu par le monde entier. Eren est son miroir, un enfant déterminé à exterminer tous les titans, alors que Reiner veut éradiquer les démons insulaires. Pour atteindre leur objectif, tous deux deviendront des monstres. Ils sont similaires, mais se trouvent dans des camps opposés. Reiner se considère prisonnier à cause des démons insulaires, et Eren se croit emprisonné par les titans. Pourtant, ils se trompent tous les deux, la vérité leur ayant été édulcorée. Eren et Reiner devaient incarner l'espoir de l'humanité, mais ils ont réalisé qu'ils en étaient les menaces. En réalité, ce qu'ils appelaient humanité et titans se confondaient, transformant leurs missions respectives en un cauchemar. Reiner et Eren sont prisonniers de leurs conditions et se battent pour s'en libérer, d'abord ensemble, puis l'un contre l'autre. Les deux deviendront les destructeurs des murs, l'un détruisant l'enclos pour tuer les animaux, l'autre brisant son propre enclos pour se libérer et anéantir ses ennemis. À la fin, Reiner devient le héros qu'il a toujours voulu être, mais un héros fallacieux et forcé. Certes, les actions de Reiner sont justifiées par son passé, mais en réalité, sa volonté semble être double. Enfant qui a toujours souffert d'être perçu comme le plus faible et le dernier, il trouva enfin une chance de prouver sa valeur au monde. Devenir un Mar honoré pour sortir sa famille de la misère n'était donc pas sa seule ni sa principale motivation. Ce qui le pousse à continuer, même quand d'autres veulent abandonner après la mort de Marcel, c'est l'idée de se prouver sa valeur en tant que héros, celui qui mettra fin au péril des Eldiens et récupérera l'originel. C'est cette motivation fondamentale qui érode ses justifications en apparence légitimes et rend Reiner complexe, loin d'être simplement innocent, mais pas complètement coupable non plus. C'est là que je veux également le défendre, non pour ses raisons légitimes liées à ses conditions de vie avec sa mère, mais pour son désir de prouver au monde et à lui-même qu'il peut être un héros. C'est un désir égoïste, critiquable, mais cela révèle la finesse et l'ambiguïté du personnage, montrant que l'ambition de devenir un héros peut aussi avoir une face sombre, mais qu'à l'origine, elle est teintée de bonnes intentions. Reiner ne cherchait pas à devenir un héros par les actes, il n'aimait pas l'idée de sauver des vies, c'est plutôt pour les honneurs et les privilèges que le statut de héros lui apporterait. Il serait prêt à sacrifier des civils pour être considéré comme un héros aux yeux des siens et du monde. Bien sûr, cette façade cache une charge de responsabilité et de regret qui finit par le hanter et l'amène à désirer la mort.
La chute émotionnelle de Reiner face à Eren révèle toute la complexité humaine du personnage, tout comme Eren lui-même, avec des désirs à la fois légitimes et véritablement héroïques, comme sauver les siens, mais aussi des motivations plus égoïstes, orientées uniquement vers lui-même. C'est véritablement à ce moment-là que Reiner se libère d'une partie de ce fardeau en s'avouant à lui-même et à Eren qu'il n'est qu'une raclure et un lâche, et que si la mère d'Eren est morte, c'est par sa faute, lui qui a voulu continuer la mission pour sauver sa peau au prix de la mort de nombreux innocents. Un héros, selon la définition classique, se distingue par sa capacité à placer les autres avant lui-même. Malheureusement, au moment d'attaquer Paradis, Reiner devient tout sauf un héros, car sa principale motivation est personnelle. Ce désir est clairement teinté d'une vision enfantine où les caprices ont un grand pouvoir. C'est là que Reiner, en grandissant, récolte les conséquences amères de ses actes et souffre. Il éprouve un profond tourment à devoir prendre la vie d'innocents et à réaliser que ses adversaires ne sont pas des démons. Il souffre en assumant ses responsabilités, sachant qu'il est trop tard pour faire marche arrière et que ses cibles sont désormais ses amis. Mais surtout, Reiner souffre en prenant conscience qu'il n'a jamais sauvé personne d'autre que lui-même à travers ses combats, réalisant que son désir d'être un héros était tout sauf héroïque. C'est un désir égoïste, alimenté par son attachement à l'idée de l'héroïsme. Vous comprenez un peu mieux la citation en début de vidéo. Il va même jusqu'à demander à Eren de le tuer, illustrant une chute morale qui révèle les contradictions d'un personnage rongé par le doute et la prise de conscience de sa propre nature. À la fin, il atteint enfin le statut du héros qu'il a toujours aspiré à être, se battant cette fois-ci uniquement pour ses amis et pour protéger le monde, en tentant d'arrêter Eren et le parasite, sans aucun désir égoïste. L'ultime équipe prête à se confronter à Eren vient le réveiller et lui dit que c'est l'heure d'aller sauver le monde. Ce sentiment libérateur le délivre de ses démons lorsque Jean lui fait comprendre qu'il reste malgré tout l'un des leurs. Reiner est tourmenté par la culpabilité d'avoir tué des innocents à la place des démons insulaires et ressent une culpabilité encore plus profonde pour avoir trahi ses amis. Mais un fait reste indéniable, Reiner voulait sauver sa mère et sa famille, ce qui témoigne d'un désir noble, d'une aspiration héroïque. En fin de compte, un individu peut être à la fois un héros et un monstre, selon les circonstances et les points de vue. C'est le cas de Reiner. Il incarne tantôt l'un, tantôt l'autre, une réalité difficile à accepter pour lui-même, mais qui illustre finalement la nature complexe de ce monde. Si le monde peut être à la fois magnifique et impitoyable, c'est parce que l'homme peut être bon et mauvais. Ce constat apaise les tourments de Reiner, lui faisant comprendre qu'il n'est qu'un homme en proie à son humanité. En réalité, les tourments de Reiner sont une conséquence logique de son endoctrinement. Reiner ne sait plus qui il ne s'appartient plus. Il a trop donné de sa personne, de ses principes, en échange de promesses qui ne correspondaient en rien à ses véritables aspirations. Il espérait profiter des lauriers de ses actes héroïques, mais au final, il n'a rien eu de tout cela, car aucun acte qu'il a pu faire ne lui permet d'être moralement fier de lui. Les actions qu'il a accomplies pour les autorités mares l'ont vidé de toute estime de soi. Cette aliénation, volontaire ou non, se retrouve dans toutes les civilisations contemporaines. Lorsque l'idéologie exerce une pression trop forte, elle provoque une dépersonnalisation. Ce phénomène est symptomatique d'une société corrompue qui abandonne l'individu, alors que la société devrait être un moyen pour l'individu et non l'inverse. Dans le cas de Reiner, la société l'a corrompu, a manipulé ses rêves et l'a transformé en propriété pour mieux l'utiliser. Lorsqu'il ne pouvait plus servir l'état militaire, Reiner a été utilisé comme un bien consomptible, une chose dont on ne peut se servir sans le détruire. Cette situation est identique pour les primordiaux, qui ont une date d'expiration et sont perçus uniquement comme des armes. Après 13 ans, ils sont remplacés comme de simples objets. Ce poids pèse sur la psyché de Reiner et sur celle des gens en général, consommés quotidiennement. C'est le danger des idéologies puissantes. C'est ce nouveau format que je vous présenterai la semaine prochaine, des vidéos sur les différentes idéologies dans la pop culture et en particulier dans les mangas. En conclusion, la meilleure défense possible pour Reiner réside dans la reconnaissance de sa dissociation, une circonstance atténuante incontestable. En effet, si Reiner avait été plus déterminé et convaincu par sa cause, ou s'il avait été malveillant comme certains soldats de Mar, sa psyché n'aurait jamais basculé dans la dissociation. Ce phénomène prouve que Reiner n'est pas intrinsèquement mauvais et qu'il n'était absolument pas convaincu par ses actions, sinon il n'aurait pas ressenti le besoin chimique et psychologique de se persuader qu'il était un soldat du bataillon. Et bien entendu, il n'aurait éprouvé aucun remords qui seront bien trop présents et qui le rendront fou. Reiner a été manipulé et ce qu'on peut lui reprocher, ce sont son égoïsme, sa lâcheté et ses mauvaises décisions, des défauts qui peuvent affecter n'importe quel individu. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, c'était un réel plaisir d'analyser ce perso qui, en plus de son écriture extraordinaire, est un personnage vraiment attachant malgré les horreurs qu'il a pu commettre. Un personnage encore une fois difficile à défendre et à attaquer, tant on peut comprendre ses actes, autant qu'on peut les dénoncer. J'ai vraiment voulu me focus sur le caractère multiple de son identité, qui, selon moi, est la caractéristique la plus importante à prendre en compte pour une défense légitime du personnage. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.